Bonsoir et bienvenue. Le 2 mai 2018, le chef de l'État inaugurait le premier pôle ministériel de Diamniadio. 5 mois après, le deuxième s'apprête à livrer donc ses sphères. Ce soir, le point revient sur ce projet futuriste qui ambitionne de réaliser des économies d'échelle sur la facture locative de l'État. Pour en parler donc, nous recevons le directeur général de l'agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, Karim Fofana. Bonsoir. Bonsoir Ousmane. Oui, le patrimoine bâti de l'État, autant pour moi, cette agence qui depuis les années 70 a traversé beaucoup de générations, c'est des péripéties, mais c'est une évolution administrative. Hein. Oui, une grande évolution. Je vous remercie de votre invitation. Le patrimoine bâti de l'État, c'est une structure publique créée depuis les années 70, des flancs des services des domaines, qui a été dédiée à la gestion des logements administratifs. Donc on appelait ça le service des logements administratifs SLA. Et au début des années 80, le président Abdou Diouf a pris une mesure en la transformant en direction de gestion du patrimoine bâti, la DGPB, qui a évolué. Parce qu'au départ, les logements, c'était juste de l'administration, affectés, désaffectés. Mais avec l'avènement de la DGPB, nous sommes passés à un service d'administration, mais aussi d'entretien, la partie technique, l'entretien des bâtiments publics. Et puis, chemin faisant, et puis le patrimoine de l'État devenant plus important, mais aussi le métier de l'immobilier évoluant, le président de la République, en 2013, a créé l'agence de gestion du patrimoine bâti, une agence de première catégorie qui a pour mission de faire de l'administration, de l'entretien, mais aussi du développement du parc immobilier. Le chef de l'État Macky Sall arrive au pouvoir en 2012. 2013, il renforce les compétences et les prérogatives donc, de cette agence-là. Vous devenez gestionnaire, développeur, constructeur. C'est un challenge. Voilà, c'est un très grand challenge parce que au vu des difficultés de l'immobilier public, les difficultés de l'immobilier public, c'est d'abord une méconnaissance de l'exhaustivité du patrimoine. Qu'est-ce qu'on possède à Dakar, à Thiès, à Ziguinchor? Il faut avoir une cartographie de nos bâtiments, le contenu de ces bâtiments-là, c'est quelle surface, pour quel type d'usage. Et tout ça, il fallait avoir une structure juridiquement forte, autonome, mais aussi qui a des moyens d'action souples pour arriver aux résultats qui lui sont confiés. Et c'est fort un peu de cela que vous conduisez, vous, en votre qualité de directeur général de cette agence-là, le fameux projet des sphères de Diamniadio. C'est un projet futuriste, le plus gros jamais réalisé au Sénégal. Hein. Oui, le projet des sphères ministérielles de Diamniadio, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vraiment un changement de paradigme. Le président de la République, en 2012, je l'ai souvent entendu dire, si on veut faire avancer le Sénégal, si on veut émerger, le mot est un peu à la mode, mais si on veut sortir aussi de ce lot de ces pays africains avec le niveau de concurrence continentale que nous avons ou sous-régional, il faut explorer des voies de contractualisation, des voies d'exécution des projets publics. Et pour cela, on nous exige de plus en plus d'aller plus vite et de payer moins cher. Je donne un exemple qui n'est pas celui de l'immobilier, c'est un peu celui de l'autoroute à péage, je vous le disais tout à l'heure. On a fait 25 km d'autoroute en presque 10 ans pour 400 milliards. Aujourd'hui, avec Ila Touba, nous faisons 125 km pour le même montant et en 4 ans. Donc il faut que cette philosophie irradie tout le spectre de l'action publique. Comment transformer des loyers, c'est-à-dire des dépenses de fonctionnement perdues à jamais, en des immobilisations, en une richesse, en des capitaux qui vont rester à jamais dans le bilan de l'État du Sénégal. Et pour vous, le credo, c'est de passer d'un État locataire à un État propriétaire, c'est cela? Oui, parce que quand vous êtes propriétaire, locataire, nous le vivons nous tous, encore gorgorlou dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire, quand nous payons des loyers mensuellement, ce sont des dépenses que nous capitalisons pas, qui ne créent pas de richesse. Alors que aujourd'hui, une administration, une société privée ou un particulier a la possibilité, en payant ses loyers, de pouvoir capitaliser ses loyers et les transformer en une propriété. Et c'est ça le credo des sphères ministérielles de Diamniadio. D'accord, et qui commence à sortir de terre. Nous allons justement retourner là-bas avec Abou Mbaye pour justement regarder ce reportage. Il y a moins de 2 ans, c'était un vaste cratère à la merci des engins qui sortaient de terre. Aujourd'hui, ce sont les sphères qui symbolisent une vaste ambition, un challenge relevé. Le premier coulage a été réalisé ici en novembre 2016 et aujourd'hui, on est en train de terminer ce chantier-là en moins de 24 mois, 3 fois plus que le Radisson et 2 fois moins de temps. Donc ce qui prouve que ce challenge de l'État du Sénégal, du président de la République vis-à-vis des entreprises privées, les entreprises privées sénégalaises l'ont relevé et ont pu améliorer leur méthode de travail mais aussi leurs conditions de performance. Une performance à l'aune du rythme où vont les ouvriers pour livrer les bâtiments à temps. Nous sommes à 1 mois de la livraison du chantier. Vous voyez les ouvriers s'activer
sur ce qu'on appelle le second œuvre, la pose des revêtements, qu'ils soient muraux ou les revêtements de sol. Il y a aussi le cloisonnement vitré des bureaux. Cette réforme implique un grand changement dans l'administration. C'est l'application des open space afin de permettre à nos services et à nos agents d'être de plus en plus collaboratifs, d'être plus performants et aussi d'économiser sur les espaces. Les espaces qui seront aménagés avec un mobilier déjà en place au sous-sol. On attend la finition, le niveau d'avancement des chantiers pour pouvoir commencer à mettre le mobilier en place. Vous avez vu le rayonnage des archives qui est déjà mis en place et qui commence à être installé. Donc vivement fin septembre pour que ces bâtiments puissent être occupés par l'administration et qu'on commence à avoir cette administration dont on a tant rêvé, accueillante, dans des conditions de travail qui permettent la performance et aussi l'efficacité publique. Une efficacité dont les ministères qui vont occuper les lieux feront montre à tout point de vue. J'ai visité l'ensemble des étages. Il y a des étages réservés au ministère, au cabinet du ministre, au secrétariat général, aux différentes directions. Mais il y a également des espaces communs à plusieurs ministères. Donc l'appréciation, vraiment, c'est une appréciation positive. Les ministères qui vont y déménager sont presque connus. Vous prenez le premier bâtiment, ce sera le secteur de l'éducation. Éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur. Le deuxième bâtiment, c'est celui de l'hydraulique, gouvernance territoriale, urbanisme. De l'autre côté, vous aurez les infrastructures, les transports, le tourisme. Et nous aurons aussi l'industrie et le commerce qui vont occuper un certain pan de ces bâtiments-là. Des bâtiments déjà imposants et qui ont fière allure sur la place de Diamniadio. Oui, Karim, des bâtiments qui ont fière allure sur la place de Diamniadio. Vous dites que c'est le plus important projet immobilier public jamais réalisé en faveur de l'administration du Sénégal depuis les indépendances. Quels sont un peu les contours de ce projet-là? Oui, les contours de ce projet, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le président de la République nous a demandé d'améliorer un peu la philosophie de l'action publique. C'est-à-dire ne pas rester dans les schémas classiques. Il faut aller au-delà de ce qui se faisait. Comment accepter qu'une administration, qu'un État dépense chaque année 16 milliards de loyers? On a vu sur la décennie 2006-2016 130 milliards. Et les projections donnent qu'avec une progression annuelle de la demande en espace de bureau de 10%, on pourrait arriver en 2026 à 200 milliards. Il fallait voir avec cette enveloppe qu'est-ce qu'il faut faire, mais sans être encore dans une dynamique de payer des dépenses de fonctionnement. C'est la raison pour laquelle on a réfléchi avec des entreprises privées, dans la réflexion du président de la République, il fallait faire en sorte aussi que la dette qui permet cette construction-là ne soit pas adossée à l'État, ne soit pas peut-être portée par l'État. Et ces entreprises sont venues avec des solutions, avec une expertise, en nous apportant d'abord une solution financière sans que l'État débourse durant la période de construction. Le montage financier, il est assez innovant aussi. Il est assez innovant, le modèle contractuel. Et puis les bâtiments deviennent d'abord la propriété de ces promoteurs et au fur et à mesure de l'occupation, l'État paye une redevance qui lui permet à la fin de devenir propriétaire. Ça nous évite deux choses. D'abord, sur un espace de 2 ans, de devoir peut-être mettre sur le budget des sommes importantes et qui peut-être nous permettraient pas peut-être de faire d'autres réalisations plus prioritaires. Et puis, ça nous permet aussi de pouvoir étaler ces paiements-là petit à petit et ne pas avoir une facture ou un endettement qui soit très, très élevé. Jusque-là, vous étiez en location où l'argent allait entre les mains de tiers et l'État n'allait jamais être propriétaire. Voilà. Mais maintenant, vous dites que tout cela a changé. Quelles sont un peu les entreprises qui ont souscrit à cette option de contrat? Alors, d'abord, je vais corriger une perception. Ce ne sont pas d'abord des entreprises de construction. Non, c'est des promoteurs immobiliers. C'est comme si, aujourd'hui, Ousmane Ngari Faye veut acheter une villa. Au lieu de financer son logement d'abord en achetant un terrain, puis après en faisant un prêt pour construire, après en faisant un prêt pour faire le second œuvre, il va voir la SICAP ou un promoteur privé, XY que je ne nommerai pas, et lui dit, voilà, j'ai un salaire de temps, vous pouvez prendre telle partie, vous construisez une maison de tel standing et moi je vous le paye sur 10 ans, sur 20 ans, ce genre de choses. C'est la location-vente. Donc on a appliqué une méthode simple que particuliers utilisent
pour devenir propriétaire d'une maison. Utilisé à l'échelle Et d'État. on l'a utilisé à l'échelle publique. C'est des choses aussi simples que ça. Et c'est là où vraiment je trouve que la réflexion du président de la République a été extraordinaire. Revenir à des choses simples pour régler des problèmes pas simples. Et il a trouvé en face des gens qui acceptent aussi d'investir dans le pays. Ces gens qui sont autour de ces entreprises-là. Voilà. L'exemple d'Envol, par exemple. Voilà, Envol Immobilier, une entreprise qui ont livré la première sphère. Qui ont livré la première sphère des Ouest-Africains, de la communauté de la CEDEAO, des Sénégalais et d'autres personnes qui ont créé une entreprise de droit sénégalais, qui nous ont proposé des méthodes de financement qui n'étaient pas accessibles à tout le monde. Il y a des banques, par exemple, au départ, qui ont refusé parce que pour tel type de financement, ils ne connaissent pas ce type de financement, mais qui ont réussi à structurer juridiquement et financièrement un projet de ce type. Et avec un minimum d'apport pour l'État du Sénégal, ils ont su réaliser ces projets dans des délais rapides, nous livrer. Et maintenant, il reste la bataille de l'entretien maintenance et du paiement qui permettra à terme à l'État du Sénégal de devenir propriétaire. Et du coup, ça les projette. Au-delà du Sénégal, c'est des gens qui sont aujourd'hui sollicités dans la sous-région. Aujourd'hui, les sphères ministérielles ont fait c'est un label. Ça a commencé à faire des bébés un peu partout en Afrique de l'Ouest. Envol Immobilier va faire un projet de ce type-là en Côte d'Ivoire, pour l'État de Côte d'Ivoire, dans les mêmes conditions. Aujourd'hui, nous allons dans une entreprise comme Jetran, qui fait la même chose, aussi pour l'État du Sénégal. Vous allez chez Telium. Et ce qui est encore extraordinaire, c'est que ces projets-là ont fait même naître, parce que le volume est tellement important qu'il a impacté, que ces projets ont impacté ce qu'on appelle l'écosystème de construction. Aujourd'hui, Jetran a créé une filiale qui s'appelle Jetran Industrie, qui permet d'industrialiser le processus. Au lieu de faire les briques au fur et à mesure, aujourd'hui, Jetran a une usine qui permet de faire 10 000, 20 000 briques par jour et de vendre dans toute la zone de Diamniadio. Aujourd'hui, Telium a une filiale qui fait de l'aluminium, qui fait de la construction et qui lui permet de faire d'autres projets dans la sous-région. Envol envisage même de mettre sur pied une filiale qui fait des meubles. Donc aujourd'hui, le Sénégal devient par la grâce de ces projets-là une plaque tournante qui permet d'être un peu le leader dans la sous-région en la matière. Dans le secteur, et ça fait aussi travailler des jeunes ingénieurs sénégalais formés au Sénégal. Formés au Sénégal. Une expertise locale aussi qui est mise en évidence. Une expertise locale, parce que comme vous le savez, à Dakar, on a toujours eu cette intelligence de mettre des projets à côté d'écoles. L'école polytechnique de Thiès, que moi je ne connaissais pas trop bien, j'ai découvert beaucoup de jeunes, une dizaine de jeunes, du côté d'Envol Immobilier, du côté du patrimoine bâti ou du côté de Telium ou Jetran, qui ont travaillé sur ces projets de la conception à la réalisation avec des jeunes Sénégalais de moins de 35 ans qui ont conduit ces projets et qui montrent encore le savoir-faire sénégalais. Et aussi, en toute humilité, on a aussi appris de tous ces ouvriers, de toutes ces entreprises qui sont venues être non pas des entreprises qui gagnent des marchés et qui sous-traitent avec des Sénégalais, mais des entreprises qui font de la sous-traitance pour des entreprises sénégalaises. Donc ça aussi, c'est quelque chose à souligner. D'accord. Tout à l'heure, on a vu sur le reportage, dans le reportage d'Abibou, qu'on était là sur la deuxième sphère. On rappelle que la première a été livrée depuis le 2 mai, réceptionnée depuis le 2 mai 2018 par le chef d'État. Là, on est sur la deuxième sphère qui commence à sortir de terre. Et vous dites que les délais seront respectés quant à la livraison. Oui, quant à la livraison. On est aujourd'hui peut-être à 22 mois, puisque le premier coulage a été fait en novembre. Si on livre en novembre, on serait à 24 mois. Mais aujourd'hui, au plus tard octobre, ce chantier va être bouclé et livré. Donc, pour Jetran, qui est aussi un développeur, l'autre projet est destiné à être livré d'ici décembre. Donc, aujourd'hui, ce qu'on n'arrivait pas à faire, parce que je vous ai donné plusieurs exemples comme ça, pour un projet aussi grand, 54 000 m², c'est 2 fois le building, rien que ce projet-là. Oui, mais c'est ça le problème, vous le faites en moins de 2 ans, alors que le building, depuis 5 ans, tarde à être livré. Oui, mais ce sont 2 projets différents. Sur le building, on a entendu beaucoup de choses et beaucoup de contre-vérités. D'abord, le volume du building. Ça rentre dans le cadre du patrimoine bâti? Non, ça n'entre pas dans le cadre du patrimoine bâti, c'est géré directement par la primature. Mais je suis le responsable de l'immobilier public, je ne vais pas me dérober sur cette question, je vais vous expliquer. La rénovation d'un bâtiment, surtout une rénovation lourde, n'est pas comparable à de la construction. Le building, c'est d'abord la situation qu'on vit actuellement, c'est d'abord le fruit de 60 ans d'inaction. Comment on peut avoir un bâtiment construit en 1958 qui n'ait jamais reçu un programme de rénovation de cette taille-là depuis. Ça fait 60 ans que personne ne s'occupe du building. Et c'est le président de la République qui a vu cette situation quand même affecter
un bâtiment qui est un pan de notre histoire. N'oubliez pas que les événements de 1962 se sont passés en partie dans ce bâtiment-là. Et il a pris l'initiative de le faire rénover. Mais une grande rénovation, ça a quelque chose de particulier. C'est-à-dire, vous découvrez les difficultés au fur et à mesure. Même avec des études, au fur et à mesure, vous pouvez découvrir des choses. Le chantier a été arrêté 2 fois. La première fois, c'est parce qu'on a découvert quand même que le bâtiment qui faisait face à des vents marins avait des risques d'inclinaison et qu'il y avait même un peu d'inclinaison et qu'il fallait des ouvrages de contreventement. Et que ces ouvrages-là, il fallait faire des études. Ces études ont pris du temps. Il fallait aussi protéger l'hôpital principal, puisque l'hôpital principal reçoit souvent de la poussière de tous ces chantiers. Donc toutes ces choses ont nécessité des arrêts de chantier, des études qui ont été faites pour recalibrer les choses, rectifier les choses et pouvoir continuer. Aujourd'hui, on est au bout de ce tunnel, mais je pense que la rénovation qui est faite en ce moment sur ce building rendra fiers tous les Sénégalais. L'autre point que je voulais préciser sur le building, c'est le coût. On nous parle souvent dans les médias d'un coût qui est passé de 19 milliards à même 50 milliards. Ce sont des contre-vérités. Les avenants sont prévus par la loi. On a noté au départ qu'il y avait un besoin de rénovation sur tel type de travaux et on s'est rendu compte qu'il en fallait davantage. Le premier contrat en hors taxe était de 25 milliards, .7 je pense. Il y a eu un contrat additionnel et un avenant qui n'ont pas dépassé 32 milliards. Donc aujourd'hui, le coût effectif du building, d'après les informations que j'ai reçues de la primature, n'ont pas dépassé 32 milliards, c'est ça la réalité. Il faut noter quand même que c'est un bâtiment qui a reçu un certain nombre d'additifs, hein, un parking souterrain, un 10e niveau. Oui, heureusement que vous le dites, puisque peut-être que vous passez devant. Oui. Mais ce sont ces améliorations-là. Il faut peut-être qu'un jour qu'on puisse voir ce qui a été fait. Le building a été modifié, il y a un étage en plus, et puis il y a des équipements techniques qui ont été ajoutés. Je vous donne un exemple. C'est-à-dire la consommation d'électricité. Aujourd'hui, sur le building, vous avez quasiment la moitié qui va fonctionner au solaire. Et ça, c'est des équipements qui coûtent cher, mais aussi qui demandent beaucoup de temps. Génération, le building tarde à être livré. La gouvernance de Kaolack aussi tarde à être livrée. Voilà. Mais aussi ici dans le patrimoine bâti. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, la gouvernance de Kaolack, ce n'est pas le patrimoine bâti, mais c'est ce que je vous explique un peu dans... C'est des bâtiments de l'État, non? C'est des bâtiments de l'État, mais sur l'immobilier de l'État, il y a plusieurs acteurs. Il y a des agences qui sont chargées de la construction. Mon agence est chargée de la gestion de l'entretien et du développement. Il y a d'autres structures, par exemple le ministère de la Santé a sa direction des infrastructures sanitaires, à l'éducation, ce genre de choses. Donc tous les projets ne sont pas gérés par le patrimoine bâti de l'État. Mais ce que je vous fais noter, c'est que si on ne change pas la philosophie d'action sur l'immobilier de l'État, on aura toujours des projets qui vont prendre du temps. Et n'oubliez pas que le financement de ces projets, en termes de coûts, peuvent connaître des impacts très négatifs à cause du temps. Si on n'a pas des projets de ce type avec les sphères ministérielles, avec un mode contractuel innovant, un mode contractuel plus moderne, on pourra toujours perdre du temps et de l'argent sur cette manière de faire la commande publique. Et pour vous, l'exemple des sphères de Diamniadio devrait faire tache d'huile un peu sur l'étendue du territoire ou par rapport aux autres parce que l'immobilier de l'État, comme je vous l'ai dit, l'immobilier de l'État aussi, c'est quelques zones où nous devons beaucoup faire d'efforts, c'est-à-dire les régions. Toutes les régions du Sénégal, on n'a pas de gouvernance, toutes les localités du Sénégal méritent le même traitement que Dakar. Aujourd'hui, nous avons déjà pris l'initiative chaque année de diviser en 2 parties le budget d'entretien. Une partie dans les régions et une partie à Dakar, parce que Dakar concentre quand même une majorité des bâtiments administratifs. Mais il y a des zones où il y a une absence d'infrastructures publiques. Vous allez à Sédhiou, nous n'avons pas de gouvernement. Vous avez à Kaffrine, nous n'avons pas de gouvernance. Le président de la République a pensé et a dit que c'était inacceptable et a demandé au patrimoine bâti de créer même au-delà des gouvernances des cités administratives régionales. Que dans chaque chef-lieu de région, qu'on puisse avoir un ensemble de bâtiments qui structurent les cœurs de ville en termes d'urbanisme, mais aussi qui peuvent nous permettre de regrouper nos services et faciliter le commandement territorial ou l'administration territoriale, son fonctionnement. À côté du gouverneur, avoir tous les services régionaux, tous les services déconcentrés dans un seul bâtiment, des formes de building administratifs régionaux. Oui. Aujourd'hui, après Diamniadio, vous attaquez, vous, les régions, et les sphères administratives régionales aussi. Les sphères administratives régionales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la Caisse des dépôts et des consignations, qui est un partenaire, le président de la République a voulu que les dépôts utilisés par la Caisse et qui va s'en occuper, être un promoteur aussi. La Caisse des dépôts a une fonction d'appui au développement local, mais aussi, vous savez, c'est comme une institution financière. Il y a une exigence de ratio prudentiel. Il faut investir dans des choses pérennes dans la durée pour nous permettre, nous,
l'État du Sénégal de pouvoir faire des investissements dans ce domaine-là de façon peut-être plus posée et de façon plus simple pour le budget de l'État. D'accord. Quand on revient au pôle de Diamniadio, on voit que le premier pôle est déjà occupé par un certain nombre de ministères, l'agriculture, l'élevage, l'économie, enfin le ministère de la pêche. En termes de commodité, qu'est-ce que ces gens-là aujourd'hui trouvent sur place? Est-ce que c'est un espace d'épanouissement déjà pour ces fonctionnaires-là? Ah oui, vous savez, la chance avec ces projets-là, c'est qu'on a pris un temps pour les concevoir. On n'a pas seulement servi des bureaux aux agents de l'administration, on leur a donné un espace de vie. Par exemple, sur la première sphère développée par Envol, il y a des espaces de prière, de restauration, des salles de fitness. Il y a même un supermarché qui doit s'installer dans la sphère parce que si les gens se déplacent à 30 km de Dakar pour y ériger leur espace de travail, il faut leur permettre aussi de faire des actes de la vie quotidienne, aller à la banque, il y a un cabinet médical, il y a un restaurant, il y a des salles de prière et leur permettre voilà, de ne pas sentir la distance vis-à-vis de Dakar. Mais vous savez, tout compte fait, aujourd'hui, 2 mois, 3 mois après l'installation, on se rend compte que finalement l'administration devient plus proche des Sénégalais. Pourquoi? Parce que la majeure partie des usagers et des agents publics de l'État, la majeure partie de ces agents publics et de ces usagers des services publics habitent au-delà de la Patte d'Oie. Donc il est plus facile pour eux de venir à Diamniadio que d'aller à Dakar. Vous quittez Pikine, même rien que dans la grande couronne dakaroise, c'est-à-dire vous quittez Pikine, Guédiawaye, Mbao le matin à 6 h pour arriver à Dakar, vous mettez au minimum 1 heure de temps. Vous quittez cette même zone pour aller à Diamniadio dans les sphères ministérielles, vous mettez 15 minutes à 20 minutes. Un gain de temps énorme et aussi une économie en termes de consommation d'énergie, si on sait ce que ça fait dans le budget, dans les budgets familiaux. Dans le mode d'occupation de ces espaces-là, vous avez voulu innover. C'est quoi un peu la philosophie qui entoure le mode d'occupation? Alors, le mode d'occupation, d'abord, c'est impacter le service public positivement. Il y a une grande vague d'idées que le président avait émis lors du forum sur le renouveau du service public, je pense en avril 2016, et pour lesquels aujourd'hui nous avons réfléchi sur comment accueillir les agents du service public, les usagers du service public. Aujourd'hui, il n'appartient pas à la gendarmerie ou à la police de faire l'accueil. Il faut des personnes dédiées, formées et qui savent orienter, qui savent prendre en charge les problématiques posées par les usagers du service public. Au-delà de ça, il faut un environnement accueillant. Il faut des salles de collaboration. Où souvent, vous voyez les administrations être dans des conditions d'accueil pour les usagers qui n'est pas très commode et qui ne nous rassure pas trop. Donc, ce sont toutes ces questions qui sont prises en charge et qui permettent aujourd'hui aux usagers du service public d'arriver dans des locaux qui sont faits à cet effet, qui ont été pensés pour cela, mais aussi permettre aux agents du service public d'être dans des conditions de travail. L'autre aspect, c'est la collaboration et la transparence. Il faut que tous les services qui travaillent dans le même sens ou dans le même secteur d'activité soient sur le même lieu. C'est l'affinité professionnelle. C'est l'affinité professionnelle. Je vous donne un exemple. Avant les sphères ministérielles, il y a des ministères à Dakar qui étaient répartis sur 14 sites. Vous imaginez pour organiser une réunion dans un ministère où chaque directeur quitte peut-être 3, 4, 5, 6, quelquefois même 10 km et à 10 km de son ministre. Donc tout ça, ce sont des problèmes et qui coûtent du temps et de l'argent. Ce sont toutes ces choses que nous avons cherché à régler. Vous rationalisez et ça permet de mieux contrôler le patrimoine de l'État finalement, si vous avez tout le monde regroupé. Oui, tout le monde regroupé. D'abord, je vous ai parlé du concept de renouveau du service public. Ça permet dans tous les services publics et au ministère de la fonction publique de savoir qui est où, qui fait quoi. Au simple chef de service de savoir où est son équipe. Aujourd'hui, si vous allez à Diamniadio dans les sphères ministérielles, en dessous du chef de division, tous les agents sont dans ce qu'on appelle des open space. Comme dans une rédaction de journal télévisé, tout le monde se voit, on sait qui vient à l'heure, on sait qui travaille, tout le monde sait ce qu'il y a sur l'ordinateur de l'autre. C'est pas entre guillemets du voyeurisme. Les bureaux fermés, cloisonnés, et qui coûtent très cher parce que après il y a dans notre métier ce qu'on appelle le ratio occupant. Au final, quand on le calcule, on se rend compte que des gens occupent des espaces trop grands qui coûtent cher à l'administration et qui ne créent pas d'efficacité. Donc, mieux accueillir les usagers du service public, permettre aux administrations d'être plus proches de leurs usagers et aussi des agents du public, mais aussi rendre accueillant et rendre plus efficace l'administration. D'accord. Quelle a été la part de l'artisanat local? Quand je parle de l'artisanat local, je parle en termes de mobilier. On voit que c'est des chantiers quand même qui charrient
énormément de mobilier. Où est-ce que vous avez tiré ce mobilier-là et quelle a été la part du secteur privé national? Je vous avoue qu'il y a une part d'importation sur certains matériaux, parce qu'il y a quand même des normes et des standings sur lesquels peut-être le délai ne nous permet pas de travailler avec les entreprises. Mais le président de la République a insisté, par exemple, sur la sphère qui va être livrée. Il y a beaucoup de halls et de salles de réunion dont les revêtements en bois sont faits par des artisans et même des artistes locaux. Même sur le domaine artistique, vous verrez à la livraison qu'il y a des œuvres d'art, qu'il y a des salles de réunion qui sont habillées, qui sont faites par nos artistes, nos ébénistes, et tout cela pour permettre à ce projet-là d'avoir un impact à la limite transversal sur toute l'économie. Et je vous le disais tantôt aussi, sur les sphères administratives régionales, il est prévu que dans chaque région, il y ait des artisans qui puissent travailler pour nous fournir du mobilier, pour nous fournir aussi des tables, des chaises et tout ce que le génie sénégalais permet de faire. Et ils auront cette même marge de manœuvre pour ce qui concerne aussi les projets régionaux. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est de faire en sorte que dans chaque région, qu'on puisse travailler avec des artisans locaux et leur permettre aussi de se frotter à cette grande commande publique, à des volumes plus grands et qui leur permet de se préparer à peut-être aller conquérir d'autres marchés au niveau local ou même au niveau sous-régional. D'accord. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui la particularité de ces bâtiments? On voit que c'est des bâtiments intelligents, vous tenez compte de l'environnement, de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait un peu la particularité de ces bâtiments par rapport jusque-là au projet d'infrastructure de bâtiments immobiliers qu'on développe au Sénégal? Je vous donne juste un exemple qui va vous parler de façon très claire. Je passe tous mes journées du mercredi à Diamniadio, mais dans l'un des bâtiments, j'ai vu aujourd'hui que je pense que c'était au ministère de l'Agriculture, où le solaire était utilisé à 78%. C'est-à-dire, dans la construction des sphères chez Envol, il y a 30% d'énergie solaire qui sont prévues pour les ministères. Mais il y a des moments où, si le bâtiment n'est pas assez occupé, le solaire prend le relais. Moi, à l'heure où je suis allé contrôler les panneaux qui nous donnent un peu ces informations aujourd'hui, le niveau de consommation était de 78% pour le solaire et 22% pour le réseau de la Sénélec. Pour vous dire un peu les économies que nous faisons. En termes de facture d'électricité, nous avons prévu chaque année au moins par site d'économiser 150 millions sur la facture d'électricité. Donc vous voyez un peu comment la conception concertée nous permet d'arriver à des économies de masse et aussi d'inculquer des habitudes nouvelles aux fonctionnaires. Aujourd'hui, par exemple, la centralisation d'un certain nombre d'éléments nous permet d'éteindre par exemple les lumières ou la climatisation à partir du rez-de-chaussée pour tous les bureaux de ces bâtiments. Et ça fera quoi? 9 immeubles, c'est plus de 10 000 fonctionnaires qui vont 10 000 fonctionnaires, 20 ministères, 50, on est à peu près sur 120 000 mètres carrés de bureaux. Et ça permet de donner aussi un cachet très administratif au pôle urbain de Diamniadio. Parce que comme vous le savez, une nouvelle ville, ce n'est pas seulement des logements, sinon ça fait un effet dortoir. Il faut créer une attractivité administrative, une attractivité industrielle, une attractivité sportive. C'est ce qui permet d'avoir une vraie ville avec des fonctions différentes. Et pour le moment, on n'a pas ça. Vous faites déménager les ministères, mais autour, il y a pas encore de vie, quoi. Oui, mais c'est qu'on a pris un pari très grand. C'est de développer le cœur du germe de ville en 4 ans. Vous allez à Putrajaya, la capitale administrative malaisienne. Ce qu'on a fait là leur a pris 20 ans. Mais il faut, dans la philosophie, s'organiser de façon à faire les choses étape par étape. Aujourd'hui, ça a été une grande étape de faire déménager 10 000 fonctionnaires en 2 ans. Et faire en sorte aujourd'hui qu'il y ait des industries, qu'il y ait des événements sportifs, qu'il y ait, vous le voyez chaque semaine, des événements internationaux. Demain, avec la Maison des Nations Unies, ça va aller de plus en plus, de façon encore plus importante. Et petit à petit, nous aurons cette grande ville qui permettra de décongestionner Dakar et de permettre surtout à des personnes comme vous et nous de notre génération qui n'ont pas connu peut-être la facilité d'avoir un logement en propriété, de pouvoir acheter un logement moins cher. Sur la VDN, un 100 mètres carrés en appartement, ça vaut 50 millions. Aujourd'hui, chez les promoteurs à Diamniadio, un 100 mètres carrés vaut 20 millions. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, juste à cause des investissements publics de l'État sur Diamniadio, juste à cause du transfert d'un certain nombre d'industries, d'administration, le logement coûte 2 fois moins cher, ou plus que même 2 fois moins cher dans cette zone. Donc ça explique selon vous tous ces investissements massifs sur ce pôle-là, TER, Stadium et tout ça. Ça l'explique. Mais d'autre part, le Sénégal ou Dakar n'a pas le choix. Nous sommes 1/3 des Sénégalais à vivre sur 1% de la surface nationale.
Si nous ne faisons pas ces choix stratégiques et que nous ne les faisons pas aujourd'hui, nous les regretterons davantage. Déjà que nous les regrettons. Aujourd'hui, nous tous qui utilisons l'autoroute à péage, nous regrettons de ne pas avoir un autoroute à péage plus grand, plus large. Donc aujourd'hui, c'est le moment de faire ces paris. On ne peut pas avoir 800 000 Dakarois qui font la navette entre Dakar et sa banlieue tous les jours et rester à l'ère des transports en commun. Il faut qu'on aille vers des transports plus grands, ce qu'on appelle des transports de masse, avec le TER, et plus propre. N'oubliez pas qu'un rapport dit que Dakar est la ville la plus polluée. Donc il faut penser à cet environnement-là quand on parle de ces grands projets. D'accord. Tout ça mis ensemble fait qu'aujourd'hui, le patrimoine bâti, vous êtes plus que jamais au cœur d'un pari sur le développement. C'est un renouveau de ce service-là. Oui, mais surtout de la fonction immobilière de l'État. Vous savez, les infrastructures, en général, ce sont des fonctions. Les infrastructures, c'est une fonction support. Que ce soit l'immobilier, que ce soit les routes et ce genre de choses. Souvent, par négligence, dans les États, dans les grandes entreprises, ça devient un fardeau. Et ce que le président de la République a très vite compris, c'est de faire en sorte d'abord de résorber tous ces déficits en espace de bureaux, en peut-être infrastructures publiques dans les régions, mais aussi de passer après la livraison de ces sphères régionales et administratives et de ces sphères ministérielles à une valorisation du patrimoine. Le patrimoine, les rentabiliser. Voilà, le patrimoine doit être rentabilisé. Le patrimoine doit générer au moins des revenus qui permettent la prise en charge de ces frais d'entretien quotidiens. Première chose. Deuxième chose, la seconde étape, c'est de faire en sorte que les positions immobilières de l'État puissent faire l'objet d'une valorisation, que ça génère du revenu et que dans quelques années, que le patrimoine bâti puisse, comme la Sénélec, comme d'autres sociétés, puisse verser à l'État des revenus issus de la gestion, de l'optimisation de son parc immobilier. Mais est-ce qu'avec ces sphères-là, dans cette configuration, on pourrait les rentabiliser en faisant par exemple des locations un peu sur le... Oui, c'est-à-dire aujourd'hui les sphères ministérielles ne sont pas destinées à générer du revenu. C'est un investissement public destiné à prendre en charge une fonction, c'est celui du service public. Il faut loger le service public, il faut motoriser le service public pour lui permettre de faire sa mission. Maintenant, oui, allez-y. Maintenant, aujourd'hui, il existe dans ces sphères des espaces commerciaux, mais qui sont destinés à faciliter la vie des agents de l'État. Mais à Dakar, dans les régions, il y a des positions immobilières du foncier qui permettent à l'État non pas de faire des affaires, mais de permettre à des promoteurs immobiliers de valoriser ces positions immobilières et de verser à l'État des revenus qui doivent lui permettre de développer son patrimoine et de faciliter et de ne pas être un fardeau pour les dépenses publiques. D'accord. Le patrimoine bâti, au-delà de l'État, vous occupez de qui? Des fonctionnaires en poste au Sénégal, des ambassadeurs Voilà, c'est-à-dire il y a une fonction logement qui était la fonction de base et qui a évolué et qui est de moins en moins importante. Il y a un décret qui est le décret d'attribution des logements administratifs qui cite un certain nombre d'ayants droit. Il y a d'abord ceux qui sont des ayants droit au titre de leur fonction. Il y a ceux qui sont ayants droit au titre de leur nécessité de service. Je donne un exemple. Aujourd'hui, le médecin-chef du district sanitaire de Tambacounda ou de Kolda, il doit être logé par l'État. Vous prenez un gouverneur, il doit être logé par l'État. Il n'est pas question qu'un gouverneur soit affecté dans une zone et qu'il soit l'autorité territoriale et qu'il ne soit pas logé par l'État. Un magistrat, on peut le loger si, dans ce qu'on appelle dans le jargon, par utilité de service, si le parc immobilier de l'État le permet. Maintenant, l'État du Sénégal peut aussi être amené à signer des conventions internationales. Par exemple, on signe avec la FAO pour qu'il y ait un bureau FAO au Sénégal, ou peut-être quelquefois, en fonction des relations, un pays comme la Gambie, la Guinée-Bissau ou d'autres pays, qu'il y ait un accord qui dit que l'ambassadeur de ce pays-là, de ce pays hôte, lorsqu'il arrive au Sénégal, il doit être logé par le Sénégal et réciproquement, l'ambassadeur du Sénégal accrédité dans ce pays doit faire l'objet d'une mise à disposition de logement. Donc c'est ce genre de choses qui font la mission d'administration du parc immobilier de l'État et puis après l'entretien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le patrimoine de l'État à l'échelle du pays, il y a un problème de maintenance, les bâtiments sont souvent vétustes, on voit ces fonctionnaires dans le logement. Oui, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la question du logement reste une épine pour le patrimoine bâti. Il faut y réfléchir. Pourquoi loger celui qui est à Tamba, ne pas loger celui qui est à Dakar? Pourquoi offrir le privilège à tel et tel? Donc, l'instruction du président de la République, c'est de reconcentrer la mission du patrimoine sur les bureaux. Parce que, comme vous le savez,
le logement, après créer peut-être une situation d'injustice. Pourquoi en donner à l'un ou ne pas donner à l'autre? Peut-être que le chef du service routier de Tamba pense que sa mission est plus importante, peut-être que celui du médecin ou ce genre de choses. Donc il faut faire en sorte qu'on aille vers un régime indemnitaire, que chacun puisse avoir son indemnité et se débrouiller pour avoir son logement. Mais l'État et le patrimoine bâti se concentrent sur une mission de logement des services. Des services, à part quelques exceptions que je viens de vous citer. Karim, merci. Merci Ousmane. L'inauguration de ce deuxième pôle, c'est quand exactement? Bon, ça va dépendre, comme vous le savez, de l'agenda du chef de l'État, mais d'ici fin octobre, ce chantier sera bouclé et livré à l'État du Sénégal, et nous attendons que l'espace, que le président de la République puisse avoir la date pour nous permettre de faire cette inauguration. Merci beaucoup. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres actualités.